Bonjour et bienvenue au podcast Choisir la tuque. Nous sommes maintenant rendus à l'épisode 16 et en fait, je viens tout juste de tourner l'épisode. Mon invitée est Siem Belal. Elle est originaire de l'Algérie. Elle est arrivée avec toute sa famille en janvier 2020. Donc, en plein hiver, avec un début de pandémie. Hein? Et puis, elle était d'une grande générosité. J'adore cette personne. Je suis vraiment fière de vous la présenter et que vous puissiez en apprendre plus sur cette belle personne. Et elle est d'une douceur, d'une bienveillance et j'adore échanger avec elle. Elle nous transmet ses connaissances. C'est vraiment une personne qui, selon moi, a à nous apprendre. Donc, au-delà de son parcours académique, professionnel, de sa famille et évidemment de son immigration ici à la TUC, on a pu parler de plusieurs sujets ben là, ça fait 5 ans. Donc, c'est vraiment une personne qui est intégrée dans notre communauté et qui nous transmet aussi ses belles valeurs parce qu'elle a vraiment des belles valeurs. Donc, sans plus attendre, je vous laisse entre cette belle émission-là, cette belle échange-là que j'ai eu et je vous souhaite vraiment un très belle écoute. Bonjour et bienvenue au podcast Choisir la tuque. On est maintenant rendu au 16e épisode et évidemment, ce serait pas possible sans le financement de Ville de la Tuque en collaboration avec le Carrefour Emploi ainsi que les partenaires financiers de la stratégie d'accueil et d'intégration de Choisir la tuque. Aujourd'hui, je suis vraiment fébrile. En fait, je vais vous avouer, j'ai demandé à cette invitée en 2024, dans les premiers, si elle voulait se joindre à moi pour un épisode. C'était pas le bon moment. Et là, j'ai le plaisir aujourd'hui même de la recevoir. Il faut savoir que mon invitée, c'est une personne, pour moi, qui est déterminée, qui est passionnée, qui est intégrée, cultivée, et là, je pourrais en nommer plein d'autres qualités, mais j'ai vraiment eu un profond coup de cœur pour cette personne-là. Alors, sans plus attendre, je vous présente Siem Belal. Bonjour, Siem. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Merci, enfin. Je dis plein de fleurs, là. Mais prends-le, c'est vrai, c'est vraiment... Merci. On a eu quelques fois des échanges ensemble Oui. au cours de ton, dans le fond, de ton établissement ici à la TUC. Et là, bien évidemment, pour mes auditeurs qui ne te connaissent pas du tout, j'ai envie qu'on recule un peu dans le temps. Donc, évidemment, là, tu es arrivé en 2020 à la TUC. Un 26 janvier 2020. On va y revenir. Une date inoubliable. Oui, OK. on va y revenir, mais on va reculer dans le temps, là, à l'adolescence. OK. Donc, tu viens de quel pays exactement? Ah, moi, je viens d'Algérie. Algérie. Oui. Et est-ce que votre conjoint aussi vient de l'Algérie? Aussi, oui, Donc, vous êtes natif de l'Algérie. effectivement. Et là, bien évidemment, vous avez fait des études Oui. qui sont peut-être pas pareilles comme ici au Québec ou semblables. Oui, oui, le système scolaire est comme pas pareil parce qu'il fallait aussi comprendre le système scolaire. Nous, c'est un peu le modèle, le schéma européen, français. Donc, ça prend un bac. Après le bac, on a les études universitaires. Donc, j'ai fait médecine. C'est 7 ans d'études. Ça ressemble un peu quand même ici. Ici, c'est 5 ans avec 2 ans de spécialité en médecine générale. Nous, c'est d'emblée 7 ans pour être médecin généraliste, médecin de famille en quelque sorte. Puis après, ça prend une spécialité de 4-5 ans. Tout dépend de la spécialité. C'est quand même plus long qu'ici. Oui, c'est assez long. C'est quand on est médecin, on vieillit pendant ces études-là. Ouais. Donc, vous avez fait médecine. Vous êtes médecin dans votre pays? Médecin de formation, effectivement. De formation. Est-ce que c'est différent aussi? Est-ce que c'est médecin généraliste ou médecin de famille? C'est la même affaire? On n'a pas les mêmes titres, effectivement. Médecin généraliste, il va toucher à tout, puis il va référer aux spécialistes, un peu comme ici. Mais on n'a pas le même schéma, le même modèle où c'est le médecin de famille par quartier. Je crois que c'est un modèle qui commence à se faire, mais à notre départ, c'était pas encore établi à 100%. Mais on essaye de trouver un truc qui ressemble un peu à ça, aux médecins de proximité, etc. Voilà. Moi, j'ai pas travaillé en tant que médecin. Après mes études, je me suis lancée dans l'industrie pharmaceutique. Pendant 8 ans, j'ai eu une très belle expérience en pensant
commencé à faire ça pendant une année, puis là, je me suis retrouvée à faire ça pendant 8 ans. Donc, ça a été une expérience très enrichissante, point de vue scientifique, communication, etc. Donc, ça a été vraiment, voilà, Est-ce que ça enrichissant. vous a porté à voyager ou... Oui, Oui. énormément, oui, à voyager, à faire des meetings, oui, à prendre la parole en public, à Mhm. présenter à des spécialistes. Je voyais des cardiologues. J'étais représentante dans une firme multinationale, spécialité cardiologie. Donc, quand même, il y avait des challenges à surmonter à tous les jours. Et puis voilà. Le monde pharmaceutique m'a ouvert les yeux vers autre chose, là. C'est peut-être ça la clé qui m'a ramenée après à me convertir complètement vers une autre médecine. C'est vraiment intéressant. Ouais. Mais j'en reviens pas que vous avez été quelques années à faire ce métier-là. Vous avez une petite peau de pêche. Ah. Vous êtes jeune pour moi. Tu penses? Non, sincèrement, je pensais pas que vous aviez travaillé autant d'années avant de s'en venir à la TUC. Là. Oui, mais ça, c'est 8 ans dans l'industrie pharmaceutique. Par la suite, j'ai travaillé encore. En fait, j'ai fait des études j'ai fait un DU d'acupuncture, un DU français, parce que l'acupuncture s'enseigne pas en Algérie, ça s'enseigne à Paris 13. C'est un DU de 3 ans, diplôme OK. interuniversitaire. J'ai fait ça à la période où je me suis mariée, puis avec l'arrivée du bébé, puis il fallait que je me stabilise parce que ça voyageait beaucoup, ça bougeait beaucoup. C'était pas un métier où j'avais les pieds enracinés. Puis là, j'ai fait le DU d'acupuncture, et puis mon ouverture vers le monde pharmaceutique m'a ouvert aussi les yeux vers autre chose. OK. Donc, j'ai comme balancé d'une extrémité à l'autre, d'un médecin prescripteur au médecin non prescripteur qui va utiliser des outils naturels, la pharmacie interne, au fait, en quelque sorte. Parce que pour être acupuncteur chez nous, que ce soit en Algérie ou en Europe, en France, il faut être médecin de formation. Donc, c'est ce qui m'a permis de faire cette spécialité, cette belle opportunité de connaître la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi une médecine globale qui permet de vraiment prendre l'être humain dans sa globalité. Donc, voilà, et prendre en charge toutes les sphères mentales, émotionnelles et physiques. Donc, ça a été pour moi une découverte, mais surtout j'ai trouvé beaucoup de réponses à mes questions. Moi, je suis quelqu'un d'assez profond, d'assez, on va dire, qui cherche le pourquoi des choses. Puis là, c'était vraiment le wow, c'était l'épanouissement. Et puis, j'ai créé cette passion pour les médecines alternatives, notamment l'acupuncture. Et j'ai travaillé depuis 2011 jusqu'à 2019, juste avant notre arrivée. Quand même. J'ai fini mes études de médecine en 2001. Alors, pour te mettre un peu mon bac. À travers tout ça, vous avez eu aussi vos 4 enfants, là? Entre-temps, oui. Pendant ma pratique d'acupuncture, effectivement, j'ai eu mes 3 grossesses. Oui, j'ai eu mes 3 grossesses. Et puis, ça a été un très beau cheminement parce que c'était un parcours de 10 ans pratiquement où je me suis ouverte sur plein d'autres savoirs naturels comme la nutrithérapie, comme l'auriculothérapie, comme j'ai fait de la PNL, j'ai fait alors je disais la nutrithérapie, là je l'ai pas fini, j'étais en plein dedans. J'ai découvert après. On commence par la santé au naturel et de fil en aiguille, on arrive à la base des choses. C'est quoi, dans le fond, la santé? Puis j'ai touché beaucoup à la nutrition. À la fin, je suis arrivée aux méthodes de culture naturelle, biologique, la permaculture. J'ai même fondé une association de permaculture, d'encourager les petits agriculteurs locaux. Et puis, on faisait les paniers partagés. J'ai travaillé ça pendant une année. Comme j'ai été un peu l'initiatrice de ce mouvement-là, dans la ville où j'étais. À Paris? Non, là, on est en Algérie. Là, je reviens en Algérie. Okay. Paris, c'était juste pour mes études d'acupuncture, là, de 3 ans. Mais vous êtes retournée après en Algérie? Oui, effectivement. Okay. Donc, j'étais comme établie, puis je faisais juste mes séminaires et tout ça. C'était ma formation. Mm-hmm. Bon.
Voilà, donc quelqu'un qui a touché un peu à tout à Mais le un corps certain humain, moment. en fait, là. Vous avez touché au corps humain. Au corps humain, effectivement. Mental, émotionnel. Oui. Ouais. Puis tout se rejoint, tout se relie, tout se parle aussi, parce qu'on se dit, il n'y a rien qui est séparé de l'autre, surtout quand ça concerne l'humain. Et l'humain est comme fait partie d'un écosystème, et puis tout est relié, tout est lié. Et puis notre environnement, notre climat, nos émotions, notre rapport avec l'autre, tout nous rejoint, tout nous touche. Et puis il y a comme une certaine... On baigne dans une soupe, au fait, où tout le monde communique avec tout le monde. On communique même avec la petite bébite là, on pense qu'elle existe que pour nous piquer, mais elle a un rôle dans la nature. Forcément, si elle existe, c'est quelque part, elle a quelque chose un message ou quelque chose à nous apprendre ou à nous servir. Ah, c'est tellement intéressant. Et là, évidemment, on ne peut pas passer sous silence que vous avez eu, à un moment donné, une étincelle, puis à dire, OK, ben, on quitte l'Algérie. Oui, l'étincelle, quand est-ce que je l'ai eue? Tu parles d'étincelle, j'aime bien ce mot-là parce que c'est vraiment, ça a été une étincelle. Je l'ai eue à la naissance de mon premier enfant. OK. À sa naissance, là, j'étais en pleine formation d'acupuncture, justement, et puis mon patron, ou on va dire un de mes profs, avait son fils qui était aux États-Unis, qui faisait de la radiologie, et puis mon mari était comme... il rêvait de rencontrer un certain docteur, c'est un Algérien, docteur Zahrouni, qui travaillait à l'ONU, puis je lui disais, oh, le fils de tel, et il est en contact avec tel, puis ça, c'est possible, on peut faire des démarches et aller... Puis là, on a commencé puis à chercher de fil en aiguille. Puis là, mon mari me dit, j'ai trouvé mieux. Alors, il y a le Canada, ça parle français. C'est pratiquement les mêmes avantages, le même statut. Et puis, nous, on ne voulait pas venir ici au Canada juste pour se convertir à autre chose. La condition de venir ici, c'était vraiment de conserver, puis venir avec le titre qu'avait mon chum de radiologie. Puis là, l'opportunité, ça c'est, comment dirais-je, ça a été lent parce que ça a commencé à la naissance de mon fils, on a lancé la procédure. Mais après, ça a arrêté parce qu'on nous a dit, il n'y a pas lieu de continuer, il n'y a pas de demande. Le système, oui, il n'y a pas de demande, toutes les places sont comblées, puis... mais nous, c'était comme une bouteille... à la mer. Exactement, jetée dans l'eau. Et puis, on continuait à vivre, à faire nos projets. Moi, je continuais à me former. Puis, on avait plein d'ambitions professionnelles. Mon mari, pareil. Vraiment, on vivait dans l'épanouissement professionnel en particulier. Et puis, un jour, en 2017, on reçoit un courriel d'ici, de la TUC, pour nous dire « Êtes-vous toujours intéressés ?» Ah, OK, parce que mon mari a fait comme postuler pour 3 régions, et puis là-dessus, qui étaient les premières qui nous ont répondu. OK, d'accord. Là, on n'a pas trop réfléchi, c'était comme, waouh, on ne s'attendait pas. Tu sais, c'est pas quelque chose... Vous n'étiez pas en attente de... Pas du tout. Vous avez vraiment lancé comme une perche. Ça a été lancé, ils nous ont dit d'arrêter la procédure parce que c'est bon. OK, mais on ne l'a pas gardé en tête, et puis on n'était pas si déçus que ça. Et puis quand ça a repris, on n'a pas hésité à dire, waouh, ça, c'est une porte là du ciel qui s'ouvre. Et puis, entre-temps, comme je vous ai dit, l'étincelle, c'est à l'arrivée du premier. Entre-temps, j'avais mes 4 enfants. Oh mon Dieu! J'étais rendue au 4e. Là, la réflexion était encore plus motivée. Avec 4 enfants, on pensait plus à l'avenir de nos enfants parce que dans un pays un peu comme l'Algérie, on se dit, nous, on a eu une belle enfance, enfin, moi particulièrement, je parle de moi, là. Puis après, on a eu une adolescence avec la décennie noire, ça a cassé un peu, mais après, les choses ne se sont pas forcément arrangées. Et beaucoup de dégradation dans les mœurs, sur le plan culturel, bref. Des choses, on se dit, qu'est-ce qu'on aimerait offrir à nos enfants ? Donc, c'est pour ça le choix, le pays d'émigration par excellence, c'est le Canada, pays de la tolérance, d'ouverture. Surtout ça, moi, c'est le pays des valeurs que j'aurais aimé ou que j'aime transmettre à mes enfants. Je les trouve vraiment ici. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui sont similaires à votre pays et qui sont similaires à ici? Non.
Pas du tout. Vraiment pas. Il n'y a pas grand-chose qui est similaire. Il y a vraiment une grande différence culturelle dans le climat, ouais, notamment le paysage. Non, il n'y a rien qui ressemble, on dirait, non. Alors, tout a changé. Quasiment, oui. C'est une autre page. On a ouvert une autre page. Oui, Complètement. complètement, oui. Alors, nous, on est bien contents de vous recevoir à la TUC. Merci. Nous aussi. Et là, on va y aller dans le vif du sujet. Vous êtes arrivé en 2020. Oui. Toute la famille en même temps. Oui. Mon mari est venu bien avant, enfin, pour 3 mois. OK. D'évaluation, de stage d'évaluation. La procédure était quand même assez complexe. Hein. Les gens pensent qu'on arrive comme ça, on tombe du ciel, que c'est facile. Pas du tout. La procédure est tellement compliquée, très complexe. À tout moment, on pouvait arrêter si les conditions n'étaient pas là. Et puis, beaucoup d'entretiens, d'entrevues, le dossier administratif. Est-ce qu'il y a des formations ou des équivalences à aller chercher? C'est ça, l'équivalence a été faite. Il y a eu un examen au départ à passer. Il l'a passé en France. Il fallait avoir et la moyenne et être classé. C'est-à-dire, là, il l'a eu. Mais après, je vous ai dit, la procédure, c'est quand même lente. Et par la suite, il fallait passer à un stage d'évaluation qui était aussi éliminatoire. C'est la dernière étape. Mais à tout moment, il pouvait rentrer et dire qu'il n'a pas été Ça pris, fonctionne pas. ça ne fonctionne pas. Et 3 mois quand même de stress. Mais bon, il l'a eu. Ça a été, aussitôt qu'on a eu la réponse, on a pris nos billets d'avion, on a fait nos bagages, on est venu avec nos valises seulement. Vous avez vendu tout ou vous avez gardé des choses? Moi, je voulais garder la maison, mais finalement, on a fini par la vendre. OK. Mon mari me dit, on se détache. Allez, on laisse tout. On laisse tout. Alors, vous On êtes laisse arrivé seulement avec des valises? Juste nos valises, quelques petits souvenirs pour créer un petit ancrage, mais rien que ça. Et nos souvenirs dans la tête et dans le cœur. Est-ce que vous êtes retourné en vacances? Moi, je suis retournée, mais malheureusement pas pour les meilleures circonstances. Je suis retournée pour le décès de papa. Ouais, c'est tout. Je suis retournée une deuxième fois. Il y avait ma maman avec moi. C'était pour le décès de ma tante dans un tragique accident. Donc, mes retours en Algérie n'étaient pas dans les meilleurs. Pas très beau. Non, pas dans les. Ouais. Donc, du coup, je garde pas ce beau. C'est pas un beau souvenir. C'est pas du tout de beaux souvenirs. Et puis, voilà. Mon mari est revenu quand même. Et à chaque fois qu'il revenait, c'était avec un enfant. Il est revenu 2 fois pour 1 semaine. Mais pas tous mes enfants qui sont retournés, par exemple. Non? Non, non. Parce qu'ils veulent pas? Parce qu'ils n'en sentent pas le besoin? Ou... Si, ils veulent. Oui? Ils veulent vraiment. Ok. Ils veulent même partir avec leurs amis. Oui? Oui, maman, mon ami, il paye son voyage et il vient avec moi. Oh, wow! Ils y pensent. Donc, non, on n'est pas reparti parce que juste... Ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Puis, il y a eu la COVID pendant 3 Oui. ans. Comme je vous ai dit, il y a eu le décès de mon papa. J'ai quand même vécu ça pendant 1 an de deuil quand même. Et puis, par la suite, il y a eu 1 année de préparation pour mon équivalence parce que j'ai repris mes études. Puis, ça n'a pas donné, c'est tout comme ça. Puis, on se dit, le monde est tellement grand et vaste. Moi, si j'ai un choix à faire, j'irai visiter autre chose que d'aller revenir en Algérie. Je préfère qu'ils viennent. Ouais. Ma mère, elle vient. Mhm. Je la vois. Donc, voilà, je me dis... Donc, c'est quand même quelque chose parce que vous quittez. Oui, c'est du matériel. Vous laissez derrière vous votre maison. Vous arrivez avec vos valises, mais c'est bien plus que ça parce que vous quittez aussi une famille, des amis. Oui. Ouais. Ça a été le plus dur. Ouais. De laisser ses amis puis s'en aller vers l'inconnu. On se dit, on se détache du monde qu'on connaît, qu'on a bâti. Oui, donc le matériel, c'est rien comme tu dis parce qu'on le crée, on le recrée. C'est rien, mais les amis, oui, les relations humaines, les amis, la famille, on peut pas. Les amis, on peut en retrouver d'autres, mais la famille, non. Donc, mais je me dis, au jour d'aujourd'hui, l'émigration, c'est plus l'émigration d'il y a 30 ans, 40 ans, quand les gens partaient loin de chez eux, et puis on recevait des lettres, juste une lettre à tous les 6 mois. La communication téléphonique coûtait très cher. Alors, les gens ne les voyaient pas, et puis c'était vraiment une coupure. Au jour d'aujourd'hui, moi, je trouve, il y a WhatsApp, il y a Messenger, il y a les FaceTime. On peut voir, moi, je peux voir ma mère
autant de fois comme si j'étais encore dans mon pays parce qu'on n'habitait pas la même ville et je la voyais pas tous les jours non plus. Donc, et on est tellement pris par la vie, c'est un peu comme les gens d'ici, là, ils sont tellement pris par la vie de tous les jours. La famille, ils vont les voir occasionnellement pendant les fêtes de Noël, mais c'est pas tous les jours qu'on est comme très attachés, mais avec le sentiment qu'on n'est pas très loin. Ouais. Mais je me dis, avec les moyens technologiques de Aujourd'hui. communication d'aujourd'hui, on n'est pas si coupé que ça du monde. C'est vrai, on a cette chance-là. On a cette chance-là, on peut communiquer à tout moment, voir la personne, partager des moments de famille, un repas en Zoom, oui, en FaceTime, on peut faire des appels groupés. Des fois, il y a mon frère de Paris, ma sœur qui habitait au sud algérien, à 2000 km du chef-lieu de là où habitait ma mère, moi ici du Canada. Puis on était comme là... qui était le plus proche, était à 2000 km. Mais on se voyait dans une rencontre virtuelle, comme si on était là ensemble. Donc, on a quand même vécu ça aussi là, dans le temps de la COVID. Là, quand même. Exactement. Ouais. Et ben, la COVID, ça a été pour moi comme un soutien mondial. Je n'étais pas la seule d'être coupée de ma famille. Oui, c'est tout le monde. C'est arrivé au même moment. Au même moment. Donc, pas besoin de t'inquiéter, t'es pas la seule. Même ceux qui sont à côté, proches, ils se voient plus. Ça a été comme, waouh, le monde. On était solidaires. Oui, c'est ça. Puis quand je disais ça à mes amis, mes amis me disent, je disais, ouais, c'est vraiment la COVID est venue au bon moment pour me laisser le temps de m'adapter. Je dis, adapte-toi vite parce que là, on veut on est tanné. C'était ça, ouais. Et là, tantôt, tu as souligné la date exacte où est-ce que vous êtes arrivés. Oui. On est arrivé le 26, on a été accueillis par une amie. À Montréal? À Montréal, oui. Une amie médecin qui, elle, a réussi à faire son équivalence en médecine, par exemple. On a laissé nos bagages chez elle et on a pris juste le nécessaire. J'avais comme mis une valise où il y avait le nécessaire, les affaires qu'on portait. Puis on avait pris une voiture avant de partir aussi quand mon mari était là pour son stage d'évaluation. Moi, je venais à tous les mois lui rendre visite. OK. Puis les gens me disaient, ah, mais tu pars au Canada pour 3-4 jours, c'est loin et tu restes pas longtemps. Je me dis, mais c'est pas si grave que ça, c'est à côté. Parce que dans le temps, avant, je faisais des voyages en Thaïlande et ça prenait 9 heures de vol, plus 14 heures, je faisais 2 vols. Ah, pour moi, le Canada, c'était à mi-chemin. C'est combien de temps? Pour aller en Thaïlande, d'Algérie. Et de l'Algérie au Canada? Ben, c'est 7 heures. Ah, OK. 7-8 heures. Pour moi, c'était à mi-chemin par rapport à mes voyages en Thaïlande que je faisais. Je me dis, mais c'est pas si loin que ça. Finalement, c'est un pet. C'est ça. C'est une escale. Donc, quand on est venu, on a pris une voiture parce qu'on savait qu'on allait revenir. On savait que les résultats étaient positifs. On a pris une voiture familiale parce qu'on savait que là-dessus, qu'il n'y avait pas un autre moyen de transport avec 4 enfants très jeunes et des valises. Ça, comment on va venir? Donc, on a pris les devants en prenant une voiture qu'on a laissée chez l'amie. J'ai dit, on a été accueillis chez elle. Puis le lendemain, c'est ça, on est venu. Tout était blanc. C'était l'hiver. Ah, c'était l'hiver, oui. Puis on arrive ce jour-là, le 27 janvier. Le monde nous dit, vous êtes arrivés à une belle journée, il faisait 0 degré. Vous êtes chanceux. Ouais. OK. D'accord. Pas de tempête. Pas de tempête. Oui, puis on sentait pas le froid tant que ça. Puis on appréhendait. On appréhendait tous les jours. On regardait la météo. Ah, il fait moins 11 aujourd'hui. Allez, je vais m'habiller, je sors pour voir à quoi ça ressemble, le moins 11. Oh, ça va. Parce qu'en Algérie, c'est des degrés, là, il fait chaud, là. Oui, en longueur d'année, et ça dépend des régions. Il y a la région où moi, je suis originaire, il fait un peu plus frais en hiver. Il neige un peu en hiver, pas longtemps. À peu près combien de degrés? En été, on peut arriver à un 40 degrés facilement. Il fait super chaud. Tu vois la canicule qu'on vit à la Tuque ici pendant une semaine où le monde n'en peut plus. C'est le quotidien. Là-bas, c'est un peu le quotidien. Ouais. OK. Puis sinon, on peut avoir un hiver doux de, je sais pas moi, 10 degrés par exemple. Quand c'est les températures les plus basses, ça va descendre à 2, 3. Quand c'est vraiment l'extrême froid, comme j'ai dit, dans haut plateau, là, la région d'où je viens, moi, il peut faire -2, -6, mais ça dure pas longtemps, ça dure une semaine ou 2. OK. Donc, c'est vraiment un peu
à l'inverse de l'été ici, quand il y a la canicule. Donc, c'est vraiment deux clichés. C'est noir et Complètement blanc, différent. c'est un Ouais. peu à l'opposé, là. Mais c'est quand même une différence de 30 degrés, peut-être même 40 degrés quand ils pensent, là. Oui. Mais c'est surtout l'étendue de l'été. Moi, les gens me disent ici, oh, mais t'es habitué à la chaleur. Oui, mais attendez, la chaleur, tous les jours, c'est. Puis c'est tannant, t'es fatigué de la chaleur à tous Ouais, les c'est jours. ça. Ouais. En Algérie, par exemple, tu ne peux pas manquer l'été. Comme ici, on ne peut pas manquer l'hiver. Mhm. Par contre, on peut manquer l'hiver là-bas. Comme ici, on peut manquer l'été. C'est ça. C'est vraiment à l'opposé. Oh, Ouais. wow. Puis, j'aimerais revenir à la journée où est-ce que vous êtes arrivés avec les enfants. Oui. Les enfants ont vu pour la première fois aussi la neige. Oui. Quelle a été la réaction De des neige. enfants? Ben, ils étaient très jeunes, ils étaient Oui. contents. Excités? Ben, excités, oui. Toute l'aventure était excitante. Ils savaient qu'on voyageait, qu'on partait loin. Est-ce que c'était leur premier voyage? Non. OK, Ils ont déjà voyagé en vacances. On est parti déjà en vacances en Tunisie. Ils avaient déjà pris l'avion auparavant. Ça. OK. Donc, c'était pas nouveau pour eux, mais quand même, ils savaient qu'on déménageait. Ils savaient qu'on quittait, qu'on laissait derrière nous. Ouais. Mais ils savaient pas qu'on partait pour de bon. Parce qu'ils s'attachaient à leurs jouets. Puis on disait, oui, laissez ça, on revient plus tard. Mais ça a été quand même une bêtise parce qu'après, ils nous ont dit, oh, vous nous avez menti. Ah. Ouais. Non, mais il fallait leur dire ça parce qu'on ne pouvait pas tout prendre. Non, c'est ça. Ouais. Ils étaient trop petits aussi, peut-être étaient- pour comprendre exactement. Ils étaient petits, il fallait leur expliquer plus tard après Ouais. que oui. Ouais. Voilà. Mais c'est tout beau, tout mignon. J'en ai gardé de beaux souvenirs, surtout que quand on est arrivé, on est resté à la maison ensemble. Alors que moi, auparavant, avec mon travail, une femme très active, j'avais la nounou, je passais pas beaucoup de temps avec mes enfants. Mais ici, à la TUC, j'ai appris à les connaître. C'est Oh. ici que j'ai appris à connaître mes enfants. Oui. Ah, c'est bon, ça. Puis le fait de rester à la maison, puis après, il y a eu le confinement. Mhm. Puis là, c'était comme... Est-ce que ça a été un choc? Le confinement, ça a été comme... Oui, parce que quand on vient dans un nouveau monde, on vient avec plein d'enthousiasme, plein de curiosité, d'envie de s'ouvrir au monde, de dire, ah oui, je viens découvrir, connaître et tout ça. Et puis là, hop, stop, fermez vos portes, sortez pas, parlez pas aux gens. Puis vous veniez d'arriver quand même ici à la TUC, là, ça faisait 3 mois, peut-être? Même pas, Même parce pas. que je me rappelle le jour où mon mari a eu son permis de travail, son premier jour de travail, ben, il l'a eu pour le 1er mars. Et lui, il a dit, je prends 15 jours avec les enfants, c'était la relâche. Donc, Ok. on a profité de passer les vacances avec les enfants. Puis, le premier jour de son travail, c'est le premier jour de confinement. Il rentrait déjà avec le masque. Le masque. Oh, mon Dieu. C'était son premier jour, un 16 mars, je me rappelle. Très bien, 15 ou un 16 mars. Donc, c'était vraiment premier jour de travail, premier jour de confinement. Puis, les enfants, en fait, juste une semaine avant la relâche, puis après... Pas d'école, parce que c'était le Covid. Donc, il y a eu l'école à la maison. Voilà. Donc, ils n'ont même pas eu le temps de se faire un nouveau cercle d'amis. Non, ça a été une année un peu chaotique pour eux. Genre, oui, l'adaptation. Ça a été un peu, oui, difficile pour les enfants, je dirais. J'ai une fille qui est très, très sociable. Une fille qui elle, c'est l'amitié pour elle, c'est sa valeur numéro 1. Puis elle était très triste parce qu'elle se sentait vraiment coupée de ses amis parce qu'il fallait pas les approcher. Donc, ça la rendait vraiment triste. Mon autre enfant, l'aîné, par exemple, lui qui est très cartésien, très carré, lui, il adorait ça. Les bulles, les limites, on se touche pas, on se parle pas. Tu sais, ça dépend du caractère de chacun. Ouais. Ouais. J'ai un autre qui est très sensible. Lui, il était perdu. Parce qu'il fallait prendre les flèches, suivre les directions, lui, comme kinesthésique. Et puis, il était comme, trop, maman, je suis perdue, je n'arrive pas à suivre. Chacun, selon son caractère, va percevoir les choses différemment. Donc, ouais. Mais on a surmonté. Ah comme oui, tout tout le à monde. fait. Comme tout le monde. mais c'est quand même... Moi, en tout cas, je me mets dans votre peau, dans votre situation, puis honnêtement, je ne sais pas si j'y serais arrivée. Probablement que oui, là, on est confronté à un moment donné, puis on devient résilient, puis on s'adapte. On est des humains, on s'adapte. Mais quand même, tout plein de changements. Vous aviez une nounou à la maison, alors que là,
toi, tu restes à la maison. Oui. Est-ce que vous aviez une voiture ou c'était les transports ou Oui, non, on c'était était un chauffeur? véhiculés. Ou... Les enfants avaient le chauffeur pour l'école et tout, mais c'est vrai que les services, tout a changé. Oui, oui, c'est un C'est grand ça. chamboulement. Moi, j'ai été beaucoup aidée. Mes amis me disaient, oh, mais t'es capable de tout faire avec 4 enfants, avec tout ce que je faisais comme activité à l'extérieur et tout ça. Je dis, non, 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 je suis pas une super woman, je suis pas une super femme, je me fais juste aider. Je délègue les choses que je peux pas tout faire. Puis beaucoup d'affaires, j'avais beaucoup d'aide. Mais rendu ici, effectivement, ce côté-là me manquait beaucoup. Une femme de ménage, des affaires pareilles où vraiment il fallait tout faire par soi-même. Mais bon, on s'est adapté. Non, On s'est mais tu as adapté aussi. On a appris, Tu as oui. finalement appris, mais, Ouais. mais au départ, c'est quand même... OK, là, tu perds tes repères à quelque part. Oui. Oui. Oui, mais on était préparés parce qu'on le voulait. C'est un choix qu'on a fait. Vous étiez au courant, là, quand Et même, c'est ouais. un choix qu'on Mhm. assumait aussi. On sait Ouais. que la vie allait changer pour nous. Puis on a quitté un monde pour découvrir un autre monde. Donc, on n'était pas si déçus que ça. On le voulait, ce choix-là. Mhm. On l'assumait. Donc, Vous étiez ouverte au changement, puis effectivement, oui. à apprendre la culture des autres aussi. Oui. Ouais. Ah, c'est tellement beau. Oui. Alors, ben évidemment, là, on en a parlé, là, et c'est très différent de quitter un pays pour s'en venir travailler ici au Québec. Il y a des différences, il y a des équivalences. Toi, dans ton cas, Oui. c'était ton conjoint, dans le fond, qui était engagé au CIUS. Est-ce que toi, de ton côté, tu pouvais travailler? Non. Pas du J'avais tout. pas de permis de Pas de permis travail. de travail. J'étais statut visiteur. Mhm. Je faisais partie de son dossier, là. J'avais pas le droit de travailler ni d'étudier. Il fallait qu'on Ah, atteigne- ni d'étudier. Oui, c'est le statut qui ne te permet pas d'étudier parce que OK. tu es en tant que visiteur. Il fallait attendre la résidence, avoir la résidence temporaire. Permanente. Ouais, Ouais. on était en temporaire, il fallait avoir la permanente. C'est de là où j'ai pu commencer à reprendre. C'est Ça comme a pris que combien de temps avant d'avoir? 3 ans, il me semble. 3 ans, 3 en ans. 2023, qu'on a eu la permanente. Oui, Quand 3 même. ans. C'est quand même long. Oui. Là, on s'en vient à la citoyenneté. Ça Wow! fait comme 5 ans, un peu plus de 5 ans qu'on est là. Donc, c'est la citoyenneté qui s'en vient. Et là, ben, on va parler des formations que tu es allée chercher, Oui. que vous avez pu aller chercher, en fait. Là, j'arrête pas de dire tu, mais... Oh, mais on se tutoie. Oui, hors cam. Ouais. On se tutoie, il n'y a pas de problème. Donc, vous êtes allé chercher une formation. Est-ce que vous voulez m'en parler? Alors, parlons de formation. Au fait, formation, oui et non, parce que je suis formée. Je suis censée C'est ça. être formée. J'ai ma formation, j'ai mon diplôme. J'ai travaillé pendant quand même pas mal d'années. Et ça prend une équivalence. Donc, l'équivalence, c'est tout un processus aussi. Il fallait et puis, une préparation. Parce que je suis comme censée venir avec mon bagage, mais le fait que je suis restée quand même plus de 3 ans à ne pas travailler, puis ça s'oublie quand on n'est pas dans la pratique, puis la théorie, tout ça. Il fallait que je reprenne mes cours, que je reprenne... Pas du début, j'imagine. J'ai tout repris. Ça m'a pris 1 année de révision. OK. Ouais. Il y en a certaines personnes qui se souviennent de moi à la bibliothèque à tous les jours. C'était mon quotidien, la bibliothèque. Il fallait que j'aille reprendre mes notes, mes cours et tout ça. Mais c'est quelque chose que j'aime. Donc, ça me passionnait. Puis, c'était comme... On dirait que je découvrais ma matière pour la première fois. Parce qu'avec du recul, ça nous laisse... ça nous donne une lecture différente que quand on a C'est étudié au intéressant. départ. Ouais. Puis, par la suite, il fallait que je passe par un stage d'évaluation au Collège de Rosemont. Là, ça a été un challenge parce qu'il fallait que je reste 3 mois au collège, vu qu'on est à la TUC. Ouais. Donc, On n'a pas accès à ça. Ouais, il fallait que je me délocalise, que je vive pendant exact. Et là, ça a été le 2e choc culturel à Montréal. Une fois rendu à la TUC, on s'habitue à la TUC, au calme, à la vie, la zénitude, ça. Puis on s'en va à Montréal. Dans un tourbillon. Exact. Parce que c'est pas pareil qu'ici. Puis, ouais. C'est ça. Donc, et mes 3 mois, je sais pas comment vous appelez ça, un campus ou j'étais à la résidence. Une résidence, c'est une chambre comme un studio. C'est ça. Au départ, j'allais prendre un appartement, puis on m'a appelé à la dernière minute. Est-ce que c'est collé le cégep avec la résidence? Je dis, bah oui.
Et c'était drôle, je me retrouvais avec des petits jeunes de 18 ans. Oh. Puis j'allais faire ma cuisine, on me disait « Vous êtes la prof ?» Je dis « Non, je suis étudiante. » Ça, c'était drôle. Pendant 3 mois, j'ai revécu un peu dans la peau d'une étudiante. J'ai repris un peu, mais ouais, ça a fait du bien. Le goût de la jeunesse. Oui, Wow! à presque 50 ans. Mais là, est-ce qu'ils ont fait le party pendant que toi, tu étais calme à étudier? Est-ce que les jeunes autour de toi, ils faisaient des c'était le début de l'année que parties? j'ai fait la session d'automne, de septembre à décembre. Je sais pas, moi, j'étais enfermée dans ma chambre. Non, il y avait Non, du c'était respect, calme. c'était calme. Parce que moi, j'ai eu une expérience de résidence. Ah oui, C'est pas tout repos. OK. Quand toi, t'étudies, puis qu'il y a de la grosse musique et Non. une ambiance festive, OK. mais que c'est pas le bon moment. OK. Non, mais Non, tant mieux c'était si pas... t'as Non, pas... c'était un endroit respectueux quand même. Oui, oui, OK. ça va. Phew. Ouais, non, une belle expérience, franchement. Mais c'est quand même... c'est ça, là. C'est que tu dis bye-bye aux enfants. Je m'en vais Oui. étudier quand même pendant 3 mois. Oui. Puis les enfants, ouais, il fallait leur dire maman, on revient aux études, maman va revenir plus forte, va Oui. revenir avec un titre. Puis pour moi, j'étais comme fière quand même C'est de un montrer bel ça à mes exemple. enfants. Oui. Ouais. Que dire à tout âge, on peut reprendre, puis on lâche pas, puis on peut étudier à tout moment. Puis moi, toute ma vie, j'ai étudié, donc et ils voient leur papa pareil étudier, il fait ses congrès, ses séminaires, donc puis à tous les jours, on étudie. Quand on est médecin, on fait des études pareilles. On peut pas passer à côté d'aller chercher ses notes. Chaque malade est un cas qui vient nous apprendre Ouais. des affaires. Donc, on est Puis ça obligé de évolue, rester. hein, j'imagine. Ça évolue, effectivement. Il Ouais. faut être à jour. On ne peut pas arrêter d'étudier quand on est dans un domaine pareil. Puis voilà, ça a été comme un challenge. Les enfants, au départ, oui. Puis ils ont bien supporté, ils ont bien joué le jeu. Papa a assumé. Il fallait que, papa prenne en charge les enfants. Hein. Puis ça a été comme un peu la course. Il fallait qu'il gère ses priorités. Je dis, ça te fait quoi de vivre comme un homme et une femme? Parce que les femmes font les deux. Généralement, quand elles travaillent, sont à l'extérieur, à l'intérieur, elles ont les 2 rôles. Et les hommes, ils ont la chance de vivre comme des hommes, mais même s'il va t'aider en cuisine, il fait la vaisselle, il passe la balayeuse, c'est jamais comme le rôle d'une maman. Donc là, mais il était que lui avec les enfants. Ça te fait quoi de vivre les 2 rôles? De courir les activités. Et juste ça. Rien que ça, c'était waouh, il transpirait tous les jours. Est-ce que tu revenais les fins de semaine? Au début, non. Okay. Mais à la fin, oui, je revenais à chaque semaine et puis je venais leur préparer à manger. Je faisais le stock de 2-3 semaines. Hop, au congèle. Je m'en allais, donc, oui. À la fin, ça commençait à être lent. Même moi, je commençais à avoir la nostalgie pour ma vie, pour mes enfants, pour la vie à la tuque. Puis on apprécie après tout ce qu'on a. Même les choses que d'habitude nous dérangent. La chamaillerie des enfants, quand ils se chamaillent, ça devient comme « Oh, ça me manque tellement! » C'est de la musique maintenant. C'est ça, c'est rendu une distraction. J'ai tellement envie de les revoir. Je pense que je vais m'en aller étudier un petit 3 semaines, moi aussi. Ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Mais c'est bien. C'est quand même quelque chose de faire le pas. Puis, Il fallait le faire, justement, ce pas-là. C'était le plus dur, effectivement, de se lancer, de faire le pas. Ouais. Après tant de temps, en plus, là, sans avoir travaillé. Puis c'était mon objectif avant même qu'on vienne. Mais ça devait te manquer, là, évidemment. Ça me manquait énormément. Et puis je me dis, c'est ça que je dois faire. Retrouver mon équivalence en acupuncture. Parce que moi, si j'avais... Alors l'avantage ici, c'est que c'est 2 ordres différents. L'ordre des médecins, l'ordre des acupuncteurs. Heureusement, parce que ça aurait été plus complexe pour moi d'aller chercher l'équivalence en médecine. Plus lent aussi. Donc là, ça m'a donné comme plus de facilité d'aller chercher juste mon équivalence en acu. Puis je me disais, même si j'avais un choix à faire entre les 2, moi, c'est l'acu qui me passionne, qui me parle. Et puis là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu as ouvert ta propre clinique ici à La Tuque. Oui. Félicitations. Merci. C'est tout récent, là. C'est tout récent, effectivement. Puis, ben là, en fait, on peut la nommer, hein? C'est Acuzen. Acucisène. Acucisène. Alors, acu d'acupuncture, si
Zen et Si de Siem, un peu de diminutif de mon nom. Puis voilà, parce qu'on sort tellement zen après une séance d'acupuncture, ça permet une relaxation, une détente, mais aussi un rééquilibre énergétique qui permet de régler pas mal de troubles et de problèmes de santé. Est-ce que tu as un conseil pour ceux et celles qui ont peur de cette Effectivement, c'est vrai que quand on façon? parle d'aiguilles, les gens ont beaucoup d'appréhension. Ce que je peux, pour les rassurer, moi aussi j'ai peur des aiguilles. Ça fait peur. Ça fait peur, même moi, pour faire un vaccin, me faire une intraveineuse, une prise de sang, ah mon Dieu, je vais paniquer, je vais peut-être faire un choc vagal, j'aime pas ça, ça fait mal, j'approuve, oui. Mais l'acupuncture, je me pique. Les aiguilles sont complètement différentes, la technique est différente, c'est des aiguilles très fines. Puis l'endroit où on pique, c'est des endroits généralement où ça fait pas le mal. Donc, On le sent pas nécessairement. Même si on le sent, c'est pas pire que si on se pinçait un peu la peau, mais ça dure pas long. C'est vraiment bénin comme piqûre, c'est vraiment pas douloureux du tout. Donc, il faut vraiment l'essayer, les gens qui ont peur. Hein. Ouais. Par exemple, oui, il y a beaucoup de préjugés, d'appréhension. Ça fait mal. Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'il faut avoir absolument un problème à régler pour aller consulter? Alors, l'acupuncture, dans sa philosophie, normalement, c'est une médecine qui vient pour prévenir. C'est de la prévention. C'est de la prévention à la base, dans sa philosophie normalement. Donc, qui permet d'apporter un équilibre énergétique à l'humain parce que dès que tu nais, déjà, tu commences à vivre, tu commences à être, je dirais, j'utilise le mot agressé par le climat, par ton environnement, par un pied rendu plus adulte, par l'émotion, la pensée, ça déforme. Nos pensées déforment le circuit énergétique, nos émotions pareilles, nos expériences, notre vie, tout ça. Même si on est en bonne santé, il y a toujours un déséquilibre énergétique qui peut définir un tempérament, un caractère, pas mal de choses. Donc l'acupuncture vient comme réajuster, va toujours apporter une fluidité de cette énergie pour que la personne, justement, au lieu qu'elle soit là, par exemple, dans un processus d'évolution d'une maladie, ça va freiner, ça va ralentir, parce que la maladie en elle-même, c'est souvent une étape vraiment ultime. C'est l'étape du yin, ce qu'on appelle en médecine chinoise, l'étape matérielle où on voit le mal. Mais le mal, avant qu'il soit là, il est passé par différentes phases. C'est un peu comme avant de construire un building. Avant de le construire, on est passé par la phase papier, par exemple. Mais avant de mettre un plan sur un papier, c'est passé par une pensée. On a réfléchi comment on va faire... créer la construction. Donc, à peu près, la maladie, c'est pareil. La maladie, la phase finale, le symptôme qui est organique, qui est matériel, qui est visible, qui est mesurable, qui est palpable, ce qui définit la science. La science se définit par ces paramètres-là, mesurables, quantifiables, etc. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une fatigue, il y avait des manques de certaines affaires. Enfin, il y a tout un processus, pardon. Puis là, l'acupuncture peut justement agir bien avant la maladie. Comme ça peut agir pendant, mais c'est plus lent quand on vient malade, voir un acupuncteur. Ça devient plus lent à rétablir l'équilibre parce que le mal est fait. Et plus on va aller voir l'acupuncteur plus précocement, mieux c'est parce qu'on est à des stades bien plus précoces. Donc, c'est normal, comme toute chose. Mais j'aime bien savoir que c'est une prévention aussi, de ne pas attendre justement d'avoir une maladie. C'est d'aller se rééquilibrer, se balancer, j'ai l'impression, si je comprends bien dans mes mots. Oui, il est recommandé de faire une séance d'acupuncture à tous les changements de saison, par exemple, 2 fois par an, au printemps et en automne. Alors l'acupuncture dans le temps, peut-être il y a une vidéo sur Facebook qui tourne, les gens peut-être l'ont vu quand ça parle des acupuncteurs au temps de la Chine antique, que les personnes allaient voir l'acupuncteur quand ils étaient en bonne santé. Ils payaient pour être en bonne santé. La fois où ils tombaient malades, ils partaient voir l'acupuncteur, ils se faisaient soigner gratuitement parce que c'était une preuve d'échec de prévention. Okay.
Ouais. Ah, ouais. Même le système d'impôt, avant, c'était pareil. On allait voir plutôt le système d'évaluation du médecin acupuncteur, quel est le meilleur, le bon et le moins bon. C'était par rapport au nombre de malades en salle d'attente. Plus il y a des gens malades, plus l'acupuncteur a échoué dans sa mission, n'a pas pu prévenir la maladie. Donc, le monde est plus malade, c'est-à-dire qu'on n'est pas avec le bon acupuncteur parce que c'est censé prévenir et non pas guérir. Ça, c'était vraiment dans la philosophie d'autrefois, qui est une philosophie orientale et qui est très loin du concept occidental de la santé et de la médecine. J'aurais envie de dire, si on allait plus voir les acupuncteurs, on serait moins malade, puis on engorgerait peut-être moins le système de la santé. Il y a l'acupuncture, il y a avec aussi tout un mode de vie aussi. Et ça prend une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, parce que l'acu fait partie des 5 branches de la médecine chinoise. Il n'y a pas que l'acu. Il y a la phytothérapie, la nutrition énergétique, il y a le tuina, les massages énergétiques et le qigong, qui est une discipline de respiration et d'activité physique énergétique. Donc tout ça, et la pharmacopée, ce qui est la phytothérapie chinoise. Donc tout ça, c'est des branches au fait qui sont très complémentaires, qui permettent d'apporter la santé globale. Sauf que dans le monde occidental, on ne va pas enseigner la médecine chinoise, on va enseigner la phyto à part, le qigong à part, le tuina et l'acupuncture. Mais c'est un ensemble de tout ça. Mais normalement, ça devrait être, oui, dans les écoles de médecine chinoise, pour être docteur en médecine, un docteur en médecine en Chine, il a toutes ces branches-là, pour qu'il ait ce titre-là. Bon. On pourrait s'inspirer, hein? Ah oui, oui, oui. Ah ouais, on est loin, mais on peut se rapprocher. C'est deux concepts, 2 écoles différentes, 2 philosophies différentes, donc vraiment, mais très complémentaires aussi. Ouais. Même si c'est différent, c'est très complémentaire. Ça serait intéressant d'intégrer ce système, cette philosophie-là à notre système de santé occidental dans les différents pays, dans le monde. Moi, c'est un peu comme mon idéal. Je me dis que le jour où l'acupuncture sera, ou la médecine chinoise, pratiquée dans tous les systèmes, intégrée à tous les systèmes de santé. Et puis, on s'entend, là, la société quand même beaucoup dans le stress, la performance. Il y a beaucoup d'anxiété par rapport à tout ça. Donc, j'imagine que ça, c'est quand même quelque chose qu'on peut, on peut se diriger vers l'acupuncture. Effectivement, c'est l'une des indications. Ça peut être une belle... oui. Je commence à moins avoir peur des aiguilles, on dirait, en te parlant. Il faut essayer. Il faut venir. Et puis là, ben, c'est sûr que, tu sais, là, on va parler un peu de la TUC, un peu du fait que là, tu t'es lancé en entreprise, en entrepreneuriat. Est-ce que tu as eu de l'aide? Est-ce que c'est facile de se lancer en entreprise, en entrepreneuriat ici à la TUC? On va parler plus de la TUC, là. Oui, ben, je ne connais pas ailleurs. Je ne peux pas préférer à... Mais la TUC, pour moi, ça a été facile. Hein. Alors, pour moi, ça a été facile. Pourquoi? Alors, pour la simple raison, à mon avis, que le réseautage peut se faire facilement. Tout est accessible. On a cette accessibilité, cette facilité d'accéder, frapper aux bonnes portes. Et puis, le monde t'accueille. Et puis, on répond à tes questions. Et puis... pour moi, ça a été facile. À la TUC, je ne sais pas, mais pour moi, oui. Ça a été facile dans le sens où il ne faut pas hésiter à aller frapper aux bonnes portes, il ne faut pas hésiter à aller vers l'autre, puis à réseauter, tout ça. C'est quand même accessible. Ouais. Puis ça, on n'avait pas nécessairement... Oui, on a eu ce service-là, mais je pense qu'on l'avait déjà perdu, là. Donc, c'est quand même un service qui vient de s'ajouter ici à la TUC parce qu'on est une région éloigné en quelque sorte, on est plus loin des grands centres. Donc, on n'a pas nécessairement accès à cette médecine-là. Et là, ben là, tu viens d'ajouter un élément important quand même. Oui. Donc, évidemment que les gens sont curieux ici à la TUC. Est-ce que tu penses que les gens sont curieux? Ils te posent des questions? Ils sont intéressés? Pour l'instant, ceux qui viennent, oui, c'est ceux qui ont déjà connu ça. Qui connaissent, qui ont déjà été traités par, comme tu as dit, il y avait déjà d'autres acupuncteurs auparavant. Donc, voilà, ils viennent parce qu'ils connaissent ou alors parce qu'ils n'ont pas eu d'autres résultats ailleurs. Souvent, c'est le cas des malades en acupuncture, les patients, c'est qu'ils viennent
par désespoir, parce qu'ils ont tout essayé. Oui, alors la clinique douleur, la liste d'attente, elle s'en va pour 1 an, les rendez-vous, donc c'est quand même lent pour rentrer aussi dans le système de santé, qui est comme un peu Engorgé. effectivement, pour pas dire les mots autrement. Donc, du coup, c'est un peu un cri de désespoir. On a tout essayé, on va voir qu'est-ce que ça va donner, l'acupuncture, et puis là, oui. Là, je commence, c'est pas vraiment, je suis pas encore, ça fait comme 1 mois pratiquement que j'ai commencé, pas très longtemps. Donc, mais une belle, on va dire, un beau lancement. Là, c'est pas chez toi, là. Tu as vraiment ouvert ta propre clinique au centre-ville? Au centre-ville, oui. Est-ce que c'est bien installé? Moi, je trouve que oui, ça va. Pour un début, bien. Pour un début, oui. Oui. Pour un début, moi, je trouve que ça va, ça commence bien. J'ai d'autres projets en tête, d'épanouissement, d'agrandir, d'apporter la clinique douleur, par exemple, la dépendance, dans le soin des dépendances. J'ai quand même pas mal d'autres idées à développer ici à La Tuque, donc ça prend peut-être un peu plus d'espace à un autre endroit, mais ça, c'est dans mes projets à moyen et long terme, on va dire. Mais pour un début, moi, je trouve que c'est bien beau. Donc, tu as une plus grande vision là, pour les prochaines années. Oui, on peut faire quand même pas mal de belles choses avec l'acupuncture. Rien que, par exemple, l'acupuncture esthétique, là, on peut aller, par exemple, sur l'esthétique en acu. Ça permet, d'aller travailler à l'intérieur, parce que le visage n'est que le reflet de... Puis le vieillissement externe, c'est le vieillissement de nos organes aussi, internes. Donc, ça travaille l'intérieur, et puis ça permet aussi de travailler sur les rides. Je me dis, je commence par moi-même, là, je commence à travailler sur moi. Puis, j'ai fait une petite formation là-dessus, puis ça va s'en venir. Je me dis, si je peux créer ça, c'est quand même une technique non invasive, naturelle, qui permet de prévenir, mais aussi d'agir sur, même à un âge avancé, d'apporter plus d'éclat au visage. Voilà. Les dépendances aussi, toutes sortes de dépendances. Il y a le protocole NADA, clinique NADA, je peux faire de l'acu social, ce qu'on appelle l'acupuncture sociale. Donc, il y a quand même pas mal d'ouvertures. On peut utiliser le laser aussi, l'auriculothérapie, qui est une technique très, très développée, qui permet d'aller travailler sur l'oreille, mais toucher tous les organes, enfin tout le corps, notamment dans la douleur, dans les troubles fonctionnels, et puis l'acupuncture avec tout son panel qui est très large dans la prise en charge de toutes sortes de maladies, que ce soit la douleur, les allergies, la femme enceinte, la fertilité, la fatigue, les troubles de la concentration, le stress, l'anxiété. Plein d'affaires, là. Il y a plein d'axes. Oui. C'est une médecine à part entière. Donc, c'est vraiment global, qui peut être très complémentaire avec la médecine occidentale. Donc, il n'y a rien qui va interdire de faire les deux en même temps. Donc, faire un suivi chez son médecin et aller apporter le petit plus là avec l'acu, ça pourrait que être bénéfique à la santé. Ça peut accélérer un processus de guérison, ça peut réduire les taux de prise de médicaments, par exemple antidouleurs, on peut comme réduire, ça peut améliorer un état de santé, par exemple chimiothérapie avec des nausées, tout ça, ça peut améliorer un état pareil. Donc c'est vraiment, ça peut être une médecine d'accompagnement. Et est-ce que pour le médecin qui pratique, est-ce que c'est exigeant émotionnellement, physiquement? C'est-à-dire le praticien, l'acupuncteur? De traiter, oui. Oui, mais on n'est pas médecin, on s'entend bien. Oui. On ne l'est plus ici. Non, c'est vrai. Je l'ai encore en tête. Pour moi, tu es médecin. Je n'ai pas envie qu'on m'attaque. Merci. Pour l'acupuncteur, oui et non. C'est pas... Oui, c'est exigeant, peut-être, oui, ça prend de l'expertise, ça prend une... Oui, donc, parce que quand même, la séance, ça dure 1 heure de temps, puis ça prend une réflexion. L'interrogatoire est généralement complet, c'est vraiment, on va pour un mal de tête, puis on va vous poser des questions sur ton transit intestinal, par exemple. Parce que ça va ensemble. Tout va ensemble, tous les systèmes communiquent, et puis ça, c'est ça. Donc, l'interrogatoire est quand même global. On a une idée générale sur tout l'état énergétique de la personne. On doit établir ce bilan-là, et puis sur ce, on va comme aller travailler sur la raison de consultation, mais ça peut aussi apporter un bien-être global. La seule, peut-être, seul inconvénient, c'est que c'est pas la baguette magique. Ça se fait pas en une seule séance. Ça peut être le cas
pour des pathologies aiguës. Plus c'est aigu, plus la réponse est rapide. Mais quand on est dans la chronicité, quand c'est un mal qui est là depuis des années, 10 ans, 20 ans, puis c'est des douleurs qui traînent, et puis c'est une maladie récurrente et tout, là, ça prend quand même plusieurs séances. Voilà. Donc, faut être patient. C'est pour ça qu'on les appelle les patients. Et là, on va parler un peu des activités, des sports, parce que, évidemment, là, on a les 4 saisons ici à la TUC. Est-ce que vous, votre mari, les enfants, est-ce que vous pratiquez des sports? Oui, il y a beaucoup à faire à la TUC. Des fois, on fait des choix parce qu'on ne peut pas tout faire. On se dit, on ne peut pas tout faire. Oui, malgré que le rapport avec le temps ici est très particulier, on profite de chaque minute qui passe. À la TUC, ça, c'est le grand avantage, vraiment un grand avantage. Donc, oui, on pratique du sport. Moi, je pratique du karaté avec les enfants, mais rendu plus grand, chacun a ses activités. Je me retrouve seule à le faire. Pendant mon année de révision, j'ai arrêté de sortir du ski de fond, un peu de ski alpin. J'ai touché un peu à tout, un peu de crossfit. Donc, j'ai réduit mes activités juste à mon karaté quand j'étais en pleine révision. Puis les enfants, ils vont faire du hockey, du ski, du volleyball, du badminton, chacun son sport. Donc, ce qui fait que, oui, mon mari fait du soccer, un foot de salle, ce qu'on appelle le foot de salle en hiver. Puis l'été, ils ont le soccer, c'est ça. Donc, quand même, on est assez actifs. Vous êtes actifs. Petite famille, ouais. Est-ce que vous diriez que c'est un bon moyen de s'intégrer? Le quoi? Le sport? Le sport en général. Oui. Participer à des sports ou des activités. Oui, absolument. Moi, je suis quelqu'un... Avant même d'arriver à la TUC, je suis quelqu'un qui s'est beaucoup déplacé en Algérie. Je me suis déplacée beaucoup d'une ville à l'autre, de par mes études, mon travail. J'ai déjà été nomade depuis très jeune, avant même d'arriver à la TUC. Puis mon premier point de départ quand j'atterris dans une ville, c'est ma salle de sport. Pour moi, c'est le premier point d'intégration. Premier point de départ pour mettre mes pieds dans une région que je ne connais pas, une ville, c'est d'aller à une salle de sport parce que dans une salle de sport, on voit de tout. Le monde n'est pas sélectionné. On n'est pas dans un domaine, dans un milieu professionnel bien spécifique. Des sportifs, ils viennent de tout horizon, de partout. Puis ça permet vraiment de connaître du monde. Et je me rappelle la première fois que je suis venue ici à la TUC, ma première sortie, c'était d'aller à la salle pour demander pour le CrossFit. Il y avait le Covid, il y a eu la coupure et tout ça. Mais pour moi, ça a été, oui, mon premier point pour socialiser, pour connaître du monde. La première personne que j'ai connue de la TUC, c'était en allant chercher à faire mon abonnement. À l'époque, c'était chez Nancy. Nancy Donnet, chez Rythme Action. Effectivement. Mais en fait, c'est rassembleur. Puis j'imagine que, tu sais, on a un point commun tous parce qu'on veut tous s'entraîner. Donc, c'est vraiment une façon de faire, de s'intégrer rapidement. Oui, Puis c'est un milieu sain. Généralement, quand on fait du sport, on est dans un milieu sain, un esprit sain, avec des gens qui cherchent à être en bonne santé. Donc, oui, on est inspiré et puis on est motivé. On le fait pour nous, mais aussi on est bien entouré. Donc, on aime ça. Puis moi, mes enfants, par exemple, pour sortir... plus c'est pour une activité sportive, plus ils ont de la facilité, surtout rendus adolescents maintenant. Tu vas où, avec qui? Donc, si c'est pour faire du sport, ça, oui, même je sais qu'ils vont voir les amis, tout ça, mais dans un cadre par exemple, au ski, dans une salle de gym, c'est tolérable. Je me dis, c'est un monde... J'ai plus confiance, je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose de sécurisant. Ça me sécurise de laisser mes enfants avec des enfants qui pensent à faire du sport, de l'activité physique, parce qu'on est loin des vices quand on fait du sport. Tout à fait. On est loin de l'ennui, du vide qui nous mène à autre chose, aller chercher autre chose. Donc, ça me rassure, oui, le sport, j'aime ça. Oui, les enfants, ils doivent jouer. Donc, ils vont jouer. Ça joue, ils ont une belle vie, ils sont envie même. On les voit se dire, oh mon Dieu, la belle enfance qu'ils ont, effectivement. Oui. Ils s'épanouissent. Exactement, oui. Ouais. Ça, c'est vraiment la beauté de vivre ici. Là-dessus, je crois que oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles on est là. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où,
là, ça fait 5 ans que vous êtes ici à La Tuque. Est-ce qu'il y a un moment où est-ce que vous avez senti, tu sais, vous avez soufflé, vous avez senti là, que vous étiez en toute sécurité, puis que justement, vous aviez, comment je dirais bien ça? Les enfants étaient libres, là. Est-ce qu'il y a un moment dans les 5 ans où est-ce que vous êtes dit, on est en contrôle, tout va bien, puis c'est une ville sécuritaire? Ça a été dès le début, je crois. Ouais, rapidement. Dès le début, parlons du Covid, par exemple. Oui. Dès le début, Covid, je crois que la ville de La Tuque était l'une des rares villes du Québec qui était épargnée des cas de Covid. Ça a pris beaucoup de temps avant que le Exactement. Covid rentre On à La était Tuque. très à l'aise, même si on respectait les consignes et tout ça, mais on était à l'aise. Il n'y avait pas de cas, 0 cas pendant très longtemps. Donc ça, c'était Parfait. vraiment très sécurisant pour nous. On était vraiment dans un... Moi, si c'était à moi, je mettrais La Tuque, je la classerais comme zone bleue. Ah ouais. Effectivement, parce que en zone bleue, vu la qualité de vie, puis les enfants, quand ils sortent, les amis, dans le quartier, ils sont en vélo, ils sont... Non, j'ai pas de crainte. Et puis, déjà, mon fils, mes enfants, s'ils me disent « Maman, tu viens nous chercher ?» je dis « S'il arrive quoi que ce soit, t'appelles le 911. On te ramènera à la maison, c'est pas un problème. » Quoi qu'il en soit, on est en sécurité. Donc, vraiment, il n'y a pas de crainte. Non, on est vraiment très... au point, les enfants, l'été, par exemple, on est tout le temps en train de ramasse ton vélo, ramasse ta trottinette. Je crois que c'est le cas de toutes les familles. C'est jeté partout devant la porte, sur le gazon, parce que c'est Et c'est par pays. Oui. On part, on va jouer avec tel ami dans le quartier, puis... Il n'y a pas de risque, non, ni c'est de vol, ni d'agression, ni vraiment, on est chouette. C'est vraiment un bon point parce que, justement, je me souviens dans le temps du COVID, où est-ce qu'on allait dans le bois, là, derrière chez nous, tu sais, puis on avait cette réalité-là. Là. On n'était pas dans un immeuble où est-ce qu'on ne peut pas sortir de notre appartement, disons-le. Là. Donc, j'avoue que ce moment-là... Mais je suis une personne qui oublie beaucoup le négatif, là, j'avouerais, mais c'est des moments quand même percutants où est-ce que je réalisais à quel point j'avais de la chance. Mais c'est bien que tu le soulignes. Là. C'est vraiment... Ouais, ça a été dès le début. Est-ce qu'il y a un endroit ici à La Tuque que vous aimez le plus, que vous aimeriez présenter à tout le monde, à votre famille, à l'extérieur? Un endroit. Ah, Un endroit particulier? Peu importe. OK, je dois réfléchir. Pardon. Tout est beau, la nature. Nous, on est comme fiers de notre petite ville. Moi, j'ai reçu ma belle-sœur il y a 2 ans. Puis tout le temps, on disait, La Tuque, c'est petit, elle habite Paris. Donc, à côté de Paris, là. Puis même quand on est venu, notre grand... c'est vraiment petit, là. Là, on s'est habitué, mais au départ, c'est vraiment petit. Puis on dit, c'est petit, il n'y a pas beaucoup de monde. Rapidement, elle a gardé en tête petit. Et le jour, elle est venue, elle dit, oh, mais c'est grand, La Tuque. Pour vrai? Elle vient de Paris, elle me dit, oh, mais c'est grand, La Tuque. Parce qu'on a tellement dit que c'était petit. Elle s'imaginait, je crois, 3-4 maisons perdues comme ça. Elle dit, oh, mais c'est grand. J'ai dit, OK, ouais, c'est quand même une ville. Mais on a un vaste territoire très forestier. C'est ça. La zone urbaine, elle est quand même petite. C'est ça. Et puis après, elle est venue en hiver, donc il fallait qu'on la mette, qu'elle parte faire du ski avec ses enfants. Ses enfants ont d'habitude font du ski dans les Alpes. Puis c'est des enfants qui skient depuis très jeunes, mais moi, mes enfants, ils skient depuis qu'ils en ont, juste depuis 3-4 ans, depuis qu'ils en ont, enfin depuis 5 ans qu'on est là. Puis, à un certain moment, elle me dit, mais vous habitez une station de ski. Pour elle, c'était une station de ski. Mais tes enfants, c'est normal qu'ils skient bien. Ils habitaient une station. Puis, on était comme fiers de montrer la ville. C'est pour ça que tu me dis, qu'est-ce qui est beau? Mais je trouve que la ville est belle. En général. En général, un parc des Chutes, c'est vraiment un bel endroit à faire montrer. Le centre-ville, le petit lac Saint-Louis, c'est agréable d'aller marcher. Les sentiers, Puis la ville est quand même bien faite, elle est harmonieuse, elle est calme, elle est... Ouais,
Puis nous, il y a un endroit où on est tombé amoureux, c'était notre maison, première maison qu'on a achetée. On a acheté une maison au bord d'un lac avant même d'acheter notre maison en ville, tellement qu'on est tombé sous le charme. C'était waouh! Waouh, une maison au bord d'un lac, c'est vraiment les paysages ici, les couleurs, en toute saison, c'est waouh! Puis là, c'est notre petit bijou, on adore y aller là-bas. On n'a pas de chance d'aller souvent maintenant à cause des activités des enfants, mais ça a été d'une grande utilité quand on est arrivé avec la COVID. C'était notre refuge. Et toutes les activités étaient fermées, puis on ne savait pas ce qu'il y avait pas à la TUC. Oui, parce que vous êtes arrivé, puis la COVID, elle a commencé. C'est ça, on donc ne vous avez connaissait fait pas le la tour. ville. On ne connaissait pas le mode de vie, à quoi il ressemblait. Puis cette maison-là, on était tombé sous le charme. Waouh! Quand on l'a acheté, avant même d'acheter en ville, ça nous permettait de partir à tous les week-ends, pendant les vacances. Vraiment, on a soufflé, on a vraiment profité. Voilà. Donc C'est ça, votre havre de paix. exact. C'est le mot. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour vous tous, là? Qu'on continue à aimer la TUC, à s'épanouir, à vivre dans l'harmonie, dans l'équilibre entre vie professionnelle pour nous les parents, vie sociale pour les enfants, qui s'épanouissent aussi dans leurs études, dans leur enfance, puis avec les amis, les activités, puis voilà. Qu'est-ce que tu aimerais laisser en héritage à tes enfants, un legs? Ce que j'aimerais leur laisser, moi, c'est surtout leur éducation, les valeurs, la persévérance, quelque chose qui me ressemble, la tolérance, l'ouverture d'esprit, le respect, respecter ses limites, sa liberté, respecter l'autre et se respecter. Puis voilà, la persévérance, puis l'adaptation, et puis ne pas lâcher prise et puis se dire tout est possible à chaque moment. On se recrée, on peut tout faire en fait dans la vie, on peut tout faire. C'est nous qui créons les conditions, c'est pas les conditions qui nous créent. Donc voilà, qu'on tout soit est possible maître de soi-même. Oui. C'est beau. Si vous aviez à rechoisir l'endroit où immigrer, est-ce que ça serait choisir la TUC? Je te laisse même pas finir ta phrase. Oui. Donc, oui, absolument, sans regret. Puis je crois qu'on a fait vraiment un beau choix d'être à la TUC. Oui, c'est par choix. Parce que les gens, au départ, quand ils nous posent la question, c'est comme si on est venu parce qu'on n'a pas trouvé où y aller, comme si on préférait être dans la grande ville, alors que non, c'est un choix. Moi, si c'était partir à Montréal, non. Je serais pas aussi épanouie, ni heureuse, ni non. Puis j'ai fui la circulation, les embouteillages, j'ai fui la grande ville pour justement vivre cette vie-là. Une vie de paix, une vie organisée, une vie calme. Oui. Alors, est-ce que vous êtes zen? Oui, AQ6 zen. Sans AQ, on n'a pas besoin d'AQ, on est assez zen, oui. Et la vie va tellement vite. Déposons-nous, puis soyons zen. J'ai l'impression que c'est un mot d'ordre. Zénitude, oui, moi je suis pas quelqu'un de très zen de nature. Hein. Non? Non, je suis quelqu'un de très speed, qui vit 1000 à l'heure et tout. Mais l'avantage d'être à la TUC, c'est qu'on profite de sa vie, on profite de son temps. On peut vraiment faire plein d'affaires, mais tout en étant pas dans une soupe de stress. On n'est pas... On le fait, mais par amour, par passion. On est bien dans sa peau, on est bien dans sa tête. On est moins fatigué, il n'y a pas de surcharge mentale. Ouais. Donc, on peut vivre à son rythme et en profiter pleinement. Merci beaucoup, Siem. Vraiment, c'est un pur bonheur. J'aurais parlé des heures et des heures avec toi. Merci de ta bienveillance. Merci aussi de l'échange qu'on a eu, ta générosité. Puis, je te souhaite un bon succès avec la clinique. Merci. Je pense bien que je vais aller te voir. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci à toi, Alison. Merci pour tout ce que tu fais aussi, ton émission. Et puis on vous aime, on aime la TUC. On vous aime aussi. On aime tous ces acteurs. On les appelle les acteurs, Adèle et moi, parce que on vous voit, vous êtes sur plusieurs fronts aussi. Tu es là aujourd'hui au podcast, tu es ailleurs, faites plein de choses. Puis tout le monde ici a un rôle, est dynamique, apporte quelque chose, une plus-value à la vie de tout le monde. Donc,
on aime ça. Mais le succès de votre intégration aussi, c'est votre implication parce que je vous trouve très impliqués, toi et votre mari. Et puis, je pense que c'est la force du succès quand on s'intègre dans une nouvelle ville, que ce soit un immigrant ou quelqu'un qui vient emménager à La Tuque, c'est de s'impliquer. C'est cette façon-là aussi de s'intégrer. On s'intègre grâce à notre... à l'amour qu'on peut donner aussi. Mm-hmm. On est là pour... et sans préjugés. Ouais. C'est grâce à cette ouverture d'esprit, on s'ouvre à tout. Ouais. On est curieux comme des enfants. Puis j'aime ça, cet aspect nouveauté. Puis ça permet d'avoir des étincelles aux yeux à tous les jours. Toutes les découvertes, on prend tout. Mm-hmm. On est ouvert à tout et on apprécie la vie. Que ce soit ici ou ailleurs, j'aurais apprécié aussi, mais là, je suis là. Donc, c'est ici que j'apprécie. L'émerveillement devant ce que vous avez. Ça. Ça finit bien. Merci. Merci encore, Ciel. Ça fait plaisir.